On arrive ici sur une nouveauté extrêmement intéressante que je trouve à titre personnel qui est le pattern matching. Alors j'ai rangé le pattern matching dans la partie fonctionnelle parce qu'on va le voir en fait, ça va me permettre de créer un flux de code qui est un petit peu plus fonctionnel. Encore une fois, je vais créer une méthode ici qui va me servir de bac à sable. Alors, avant, comment est-ce qu'on travaillait pour vérifier qu'une variable était bien d'un type? Imaginons qu'en paramètre ici, j'ai un objet A et que je veux tester que cet objet est bien un datetime. Eh bien, je faisais un if a is datetime et après je disais var a as datetime est égal à as datetime. Ça, c'était comment je devais faire avant C#7. Alors ici, pour le coup, le as n'est valable que si je fais avec un type référence. Donc ici, je suis obligé de faire un cast. Ça, c'est la première chose. Donc ici, voilà, typiquement, j'ai la notion avec datetime. Et ici, je peux faire avec un autre type qui va être plus, lui, référence, isString, var a as string égale a as string. Donc ça, c'est comment je devais faire avant C#7. Donc ici, on a les deux cas de figure. Le cas où est-ce qu'on doit travailler ici avec une structure et donc faire un cast. Et le cas où est-ce qu'on travaille avec un type de référence, donc avec une classe, où est-ce qu'on peut faire un as. Et en fait, dans les deux cas, je devais faire cette opération à la sortie de mon is. Donc le is me validait que A était bien de ce type-là, mais j'étais obligé de le transformer. Et bien, depuis C#7, à l'instar de ce qu'on a vu avec le out, je vais pouvoir inliner cette condition et inliner cette transformation. En fait, je peux directement donner le nom de ma variable après le is, comme ceci. Je dis si A est une datetime et qu'elle s'appelle A as datetime, je n'ai plus besoin de refaire ceci. Donc j'évite d'écrire toute cette instruction et je profite d'une variable locale qui s'appelle A as datetime. Donc elle est disponible dans ce bloc-ci. De la même façon, avec le string, je vais avoir A as string ici où je n'ai plus besoin de faire ce as. Donc déjà, d'une part, je vais éviter de me casser la tête en disant tiens, c'est un string, donc c'est une classe, ou tiens, c'est une data, donc c'est une structure, et donc j'ai pas besoin de choisir le cast ou le as. Ça, c'est la première des choses. Et la deuxième, c'est que je n'ai que besoin ici de déclarer le nom de mon paramètre pour pouvoir l'exploiter. Mais ça ne s'arrête pas là, parce qu'en fait, effectivement, là, on commence à avoir déjà un simili-switch par rapport au type de A, en disant si A est ceci, si A est cela. Et en fait, ce que je vais pouvoir faire, par exemple, c'est qu'au lieu de faire une collection de if, else if, je peux faire un switch et ce directement sur l'objet A et utiliser en fait des étiquettes. Donc ça, c'est quelque chose qui n'était pas forcément possible, même qui n'était pas possible avant C#7 et qui va me permettre de gagner en flexibilité. Donc là, ici, j'ai commencé à dire si A est une datetime, si A est un string, et bien ici, je vais pouvoir utiliser des étiquettes de switch pour pouvoir faire ça. Donc je vais mettre ici un case datetime et A as datetime et rajouter en fait ici mon étiquette de switch. Donc en fait, ça me permet de vérifier si A, de le prendre en paramètre de switch et d'en faire du pattern matching en disant est-ce que A est un datetime et auquel cas appelle-le A as datetime et donc je vais pouvoir l'utiliser ici dans cette étiquette de switch. Donc là, je peux très bien voir un appel de fonction. De la même façon, je peux également refaire ça avec le string. J'ai le même fonctionnement. Donc ce if else if ne sert plus à rien, mais je peux également prévoir d'autres cas. Par exemple, effectivement, tout switch doit avoir une fonction de default. Donc là, le default, ça veut dire que je ne suis pas rentré dans une étiquette précédente. Ça veut dire que je n'ai pas été en mesure de savoir si mon objet qui est passé en paramètre correspond à un type que je pouvais traiter. Là, dans mon cas présent, mon switch ne gère que si A est une datetime ou un string, et sinon, s'il est d'un autre type, je vais rentrer dans l'étiquette default. De la même façon, on est sur un objet et un objet peut être nul. Donc ici, je peux également avoir un case spécial pour nul. Ça, c'est quelque chose d'assez sympathique. Et dire, si A est nul, je vais pouvoir avoir un cas spécial qui va traiter le cas où l'objet passé en paramètre correspond à la valeur nulle. Et de la même façon, on peut également rajouter des conditions de filtre par rapport à notre switch. Là, pour le coup, ici, imaginons qu'on ait également un cas, alors case, où c'est un int A as string, as in, pardon. Je rajoute ici un cas où A serait un entier. Et je peux rajouter après cette étiquette en disant si A est un entier et qu'il s'appelle A as int. Et en fait, je peux dans le corps de mon case faire un test particulier où je peux dire je ne rentre dans cette étiquette que si, avec when, A as int est égal
à 42 par exemple. Donc là, ça me permet de faire un double filtre et de ne rentrer dans l'étiquette de ce case, donc ici, uniquement si A est un entier et que cet entier est égal à 42. Donc je vais rajouter en fait une condition sur mon étiquette de switch et de case qui va me permettre encore de faire un filtre un peu plus précis. Donc dans la vraie vie, ce qu'on va vouloir faire, c'est récupérer en fait potentiellement ce A en tant que classe et vérifier que une propriété est égale à quelque chose de particulier pour entrer dans un switch. Et comme ça, vous avez vraiment une notion de pattern matching qui est beaucoup plus métier et qui va vous permettre de faire un switch et éviter l'enchaînement de if à l'intérieur de l'étiquette de votre switch.